Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète X OpenTri. Pour m'accompagner dans cette interview, il y a l'ami Charlie d'OpenTri. Salut Charlie. Salut Armano, salut tout le monde. Comment ça va Charlie? Depuis le temps qu'on ne s'est pas parlé. Écoute, ça va, je suis ravi de recevoir notre invité du jour. J'ai hâte d'en savoir plus. Non, tout va bien, on commence à reprendre l'entraînement tranquillement. Il y a quelques rayons de soleil qui percent là derrière la fenêtre, pas mal. Ouais, c'est ce que j'appelle des nuages de soleil. En fait, tu as un ciel très nuageux et puis de temps en temps, tu as un trou où tu vois un peu de soleil qui passe. C'est à peu près ça, ouais. En même temps, qu'est-ce que tu fais en Bretagne? Écoute, on a la plus belle région du monde, mais faut pas le dire. C'est vrai. Bon, je te dirais pas que le temps qu'il y a à Toulouse, parce que sinon, je me tirerais une balle dans le pied, parce qu'aujourd'hui, c'est un temps breton. Bref, reprenons notre sérieux. Et évidemment, on est très heureux de recevoir notre invité du jour. J'ai nommé Quentin Barraud. Salut Quentin. Salut Armano, salut Charlie, salut tout le monde. Quentin, on est super content de te recevoir. Ce que je te propose, c'est la toute première question, puisque tu nous demandais comment ça allait se passer. Eh bien, je te laisse te présenter. Dis-nous tout. Qui est Quentin Barraud? Quentin Barraud, Quentin, j'ai 29 ans, je suis triathlète professionnel, je fais ça je fais du triathlon du moins depuis mes 13 ans. J'ai rapidement intégré le Pôle France et puis une équipe de D1 et puis tout s'est enchaîné. Maintenant je fais du triathlon vraiment professionnel où je fais que ça depuis le Covid-19. Je suis passé par le court, puis maintenant sur le longue distance. Donc voilà. Pour revenir rapidement avec toi sur tes faits d'armes, sur ton palmarès, ton pédigré, peux nous donner un petit peu tes meilleurs souvenirs en triathlon et les places qui y sont associées? Oula, j'ai pas mon... T'as pas ton bouquin? Ouais, non. C'est vrai que je prends les perfs les unes après les autres, mais j'ai réalisé quelques coupes d'Europe étant jeune. Derrière, j'ai fait 12 saisons de première division avec principalement des top 20 de manière générale. Et puis depuis 2 ans, je suis passé depuis 1 an même, ça va faire bientôt 2 ans, sur le longue distance où là l'année dernière, j'ai fait 7e à Varsovie. 7e à Majorque, au Challenge Majorque. J'ai gagné le Frenchman, triathlon à Carcan, et puis c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. On comprend que la vie, tes journées soient bien chargées. L'objectif aujourd'hui, comme je te le disais en off, c'est que les gens qui ne te connaissent pas te découvrent et ceux qui te connaissent déjà, et j'espère que c'est le plus grand nombre, en apprennent encore plus sur toi. Et puis aussi peut-être de savoir justement comment est-ce qu'on s'entraîne, quelle différence ça fait pour toi entre passer du court au long, quelle similitude il peut y avoir entre les deux. Voilà, le micro est à toi. Peut-être justement sur tes premières années, en junior, avant dans les catégories jeunes, puis après en junior, puis après en senior, et puis en élite. Comment est-ce que tu as construit ta carrière? Parce que c'est pas à 13 ans quand tu commences le triathlon que tu te dis moi je vais être triathlète professionnel. Non, ça se passe pas comme ça, c'est vrai. J'ai commencé jeune simplement avec les copains au lycée à Parthenay. Moi je suis originaire du 79. Au TCG 79 à l'époque il y avait une section sportive triathlon et c'est vrai qu'avec les copains moi je courais beaucoup, je gagnais tous les crosses et j'ai fait quelques triathlons UNSS. Mon principal adversaire jeune, disons qui gagnait tous les triathlons régionaux, et puis je le battais sur les crosses, donc un petit peu trop d'ego, j'ai dit allez je me mets au triathlon et puis je vais aller le battre. Et donc la première année je me suis fait chambouler. Et puis la deuxième, l'objectif c'était de le battre. En fait, ça allait plus loin que prévu, c'est que cette année-là, il y avait les championnats de France et en fait, je me suis retrouvé à faire mon premier podium au championnat de France de duathlon. Je fais 3e et puis 3 mois après, je fais 3e en triathlon, puis 3 mois après, je fais 3e en aquathlon. Et puis avec mon principal adversaire, finalement, il était dans le même club que moi et donc Amaury-la-Fourcade. Pour le citer, et puis deux autres garçons, je vais citer aussi Hugo Giraud et Victor Rossard. À 4, on a vraiment formé un groupe, un quatuor, et on a été chercher tous les titres de champion de France par équipe. Donc après moi j'ai évolué, en grandissant je suis parti au Pôle France à Montpellier, où là j'ai vraiment décidé de passer un step et de dire certes l'école c'est bien, mais si je veux aller plus loin, plus haut, il faut avoir des vraies conditions d'entraînement.
Et à Parthenay, ils fournissaient pas ça. La section, c'était effectivement des aménagements, mais ça restait peut-être 2 natations, 2 vélos et 2 courses à pied. Donc là, je suis arrivé à Montpellier, je suis arrivé au Krebs. Tu as quel âge, pardon, Quentin, quand tu arrives à Montpellier? Ah, quand je suis à Montpellier, je suis à 17 ans. 17 ans, je suis parti à Montpellier, donc l'année du bac. Et pour la petite Et histoire, l'année où toi tu pars à Montpellier pour l'année du bac, moi en 97, je demandais à mes parents pour intégrer la section sportive de Parthenay. Ah ouais, d'accord, j'adore. Moi, ça n'a pas marché, hein, c'est pour ça que je suis resté un sportif amateur au sens noble du terme évidemment, mais ça me rappelle des bons souvenirs Parthenay. D'accord. Ah ben ouais, c'est vrai que c'était une grosse équipe de triathlon, notamment en D1 à l'époque. Et c'est vrai que tous les ans, il y avait un stage organisé de 2 semaines avec tous les titulaires de l'équipe. Donc à l'époque, on avait quand même, il y avait quand même Emma Jackson, il y avait Nikki Samuels, Nancy Ford, voilà, que des gros noms, des championnes du monde. Et puis les voir à Parthenay, ne serait-ce que 2 semaines, c'était pour moi l'occasion de voir ce qu'était le haut niveau. Et ça donnait envie, tout simplement. Donc voilà, j'ai pris ce parti pris d'aller à Montpellier. Bon, là, c'est complètement différent. C'est les cours que le matin, l'après-midi, on s'entraîne. Donc j'ai pu tripler mon volume en natation. J'ai fait d'énormes progrès. Vélo, course à pied, c'est pas avec le recul des années. Voilà, sur le moment, c'est vrai que je bornais plus, mais avec le recul, je pense que j'avais mieux à faire. Mais voilà, j'ai continué d'avancer, de me forger, et je pense que de toute façon, pour être fort en triathlon, il fallait que je sois fort en natation, donc c'était le premier step. Et puis là, j'ai pu accéder à quelques coupes d'Europe, ça s'est bien passé. Je crois que ma meilleure place a dû être 5e à la Coupe d'Europe de Malmö, qui a été gagnée par Van Riel à l'époque, donc une belle ref. Et puis voilà, en grandissant, j'ai accédé à la D1 à Parthenay, donc un peu le Graal ultime pour moi, parce que je me suis retrouvé avec des athlètes que j'idolâtrais et qui finalement, moi j'étais le petit poussin, et je me suis fait accompagner par ces personnes-là. Donc humainement, ça a été vraiment, je pense, la guideline, et en fait je pense que c'est un peu la ligne rouge que j'ai suivie toute ma carrière. C'est que j'ai commencé avec les copains, j'ai continué avec des gens que j'idolâtrais et qui sont devenus des copains, tout en gardant mes copains d'avant. Tu verras, après j'y reviendrai, tu vois. Et puis voilà, pour la petite histoire, la dernière année junior, on a refait champion de France par équipe d'aquathlon avec les mêmes copains du début, donc la boucle était bouclée. Et là après, il y a la grande marche, c'est celle de Espoir et Élite. Sur Coupe d'Europe, voilà, je face à des Léo Bergère, Dorian Coninx, Raphaël Montoya, qui sont des grands noms du triathlon, qui sont tous allés chercher des podiums au championnat du monde ou même des titres. Voilà, j'avais pas le même niveau qu'eux, donc j'ai pas pu continuer sur l'international. Par contre, je me suis éclaté sur le Grand Prix. J'ai vraiment fait 12 ans. Avec Montpellier, on est allé chercher le premier podium du club. 2 ans après, finalement, j'ai continué. Je suis parti au Sable, Vendée. Et là, je me suis retrouvé avec Jawad Abdelmoula. On a été chercher le premier titre en duathlon, un podium en triathlon. Donc voilà, tout s'est bien goupillé. Et puis la petite note sur ma carrière, c'est peut-être là aussi où j'ai appris énormément sur l'entraînement, c'est que j'ai fait une année blanche, malade, le corps qui suit pas, et je pense que c'est l'année où j'ai le plus appris. C'est que c'est l'année où je suis parti à Issy-les-Moulineaux, je dirais il y a 3 ans, quelque chose comme ça. Et là j'ai pris cher. J'ai pris cher et j'ai appris que finalement le triathlon c'est top, mais il y a d'autres choses. Et c'est difficile parce que fallait trouver un moyen de relativiser quand on met ses tripes, on met toute son énergie, on met tout son argent, faut le dire aussi, dans une passion. Et que finalement ça paye pas, qu'on a beau tout essayer, que j'avais des engagements aussi auprès du club, donc j'ai pas tenu, et que finalement on voit que la santé, j'avais des palpitations pour rien comme ça à l'entraînement, donc là j'ai compris que finalement en fait l'entraînement c'est une chose, mais il y a aussi tout l'équilibre et la santé, le bien-être et prendre les choses avec un petit peu de recul. Donc là j'ai vachement réfléchi, j'ai adapté. Valentin Deschamps qui est mon coach
du coup, a été d'une grande aide sur ce moment-là parce que je suis passé par pas mal de coachs, des coachs très militaires, d'autres très humains. Et Val, je pense que c'est aujourd'hui le meilleur équilibre que j'ai trouvé dans tout ça. Donc j'ai beaucoup appris, on a pris du recul là-dessus, on a fait l'année comme on a pu la faire et puis finalement niveau santé, j'ai la chance que tout soit revenu dans l'ordre, mais par contre j'ai compris qu'il fallait construire autre chose, qu'il fallait se stabiliser. Et puis la dernière année, donc ça a été ma dernière année D1 après, j'ai décidé en fait de passer dans un club où j'avais tous mes copains. Voilà, tout simplement pour me dire si au moins je fais une année pas ouf, je vais bien rigoler, tout simplement. Et donc finalement en fait ça s'est super bien passé. Je suis allé à Aix en Provence. Et j'ai refait de nouveau des top 20. Donc voilà, c'était aussi une manière pour moi de me prouver que j'étais encore capable. Et puis la fin d'année, j'ai dit bon écoute Quentin, t'as fait le tour, t'as fait 12 ans de D1, donc tu passes à autre chose. Je suis passé sur le longue distance. J'ai fait un petit test à Royan, comme ça, après une saison de D1, sans trop de préparation. Bon, je fais 4e, il y a du bien, il y a du mauvais, mais voilà, donc j'étais très content, j'en parle au coach, il me dit, écoute, moi je pense qu'il y a quelque chose à faire. Bon, les feux, on y va. Et puis là, je suis passé sur un entraînement complètement différent. Là où avant, le court distance, c'est vrai que pour moi, c'était être très très fort en natation, être très très fort en course à pied, et finalement sur le vélo, faire en sorte d'être très fort sur des relances ou des pics à PMA. Là, on switch complet. J'ai délaissé un peu la natation. On va beaucoup moins haut sur des allures en course à pied. Et par contre, il a fallu apprendre à rouler, tout simplement. Donc là, l'entraînement était complètement déséquilibré par rapport à ce que j'avais l'habitude de faire. Et on est passé vraiment sur quelque chose où je suis allé faire des semaines à 17, 18, 19 heures de vélo pour essayer de contrecarrer tout ça. Donc voilà, aujourd'hui je suis full longue distance, je suis plus dans cette façon de faire, bien que je fais un peu moins de vélo que j'ai pu faire la première année parce que j'ai progressé, on va dire ça. Donc maintenant je peux rééquilibrer et on construit d'autres steps. Je pense en fait c'est ça aussi l'énergie que m'insuffle Val, c'est que step by step et à chaque projet à sa pyramide. Le court de distance, je l'ai fait avec avec plusieurs entraîneurs, 4 au total, et j'ai construit les plots, la natation d'abord avec des bases solides, et puis finalement la course à pied après avec des bases solides, puis un coach qui a réussi à faire les 3 d'un coup, et puis les dernières années je suis passé avec Val, et puis là sur le longue distance, Val il a vraiment 100% la main mise en fait, et il construit la pyramide du début à la fin. Donc c'est plutôt intéressant aussi. Est-ce que ce passage sur longue distance, c'est un truc que tu avais tout de même en tête quand tu faisais de la courte distance? Tu savais qu'un jour tu allais passer sur ce format-là? Ou est-ce que c'est plus, j'allais dire, la lassitude peut-être telle que tu l'évoques, d'avoir fait le tour sur courte distance qui t'a amené par là? Alors jamais, vraiment jamais. Quand je faisais du Grand Prix, faire 20 km sans drafting, c'était le bout du monde. Mais vraiment psychologiquement, j'avais le sentiment que j'étais un fou quoi. Quand je faisais 20 km sans drafting, parce que j'avais tellement pas l'habitude de travailler cet effort-là. Moi, j'étais plus un roublard sur du courte distance. C'est vraiment que moi, dans ma tête, il fallait nager fort, courir fort, et puis à vélo, subir le moins possible, certes, mais je mettais jamais le nez devant. Et en fait, ça s'est venu petit à petit, peut-être aussi le fait de s'entraîner aussi avec des gens qui font un peu plus de longue distance. Avec Valentin, ça a été le coach de Clément Mignon, c'est le coach de Casimir Moine, qui sont eux portés sur du longue distance. Et le fait d'être avec eux, forcément, en fait, j'ai peut-être appris aussi à m'entraîner à vélo, à aimer le vélo en tant que tel, à aimer le chrono, surtout. Je pense que c'est très spécifique le vélo de chrono. Donc non, c'était vraiment pas un choix à la base. Pour moi, j'allais arrêter sur le court distance et puis basta. Mais finalement, ça a été une super découverte. Et je pense que c'est vraiment ce qui me nourrit dans ce projet, c'est que j'apprends tous les jours. Et finalement, on peut pas rêver mieux quand on fait un projet comme ça.
Et t'estimes que t'en es où aujourd'hui? Enfin, quand même, il y a deux choses sur lesquelles il faudra qu'on rebondisse. Un, c'est l'équilibre, parce que moi, c'est un truc qui m'anime énormément, et je pense que c'est important parce que tu en as parlé plusieurs fois. Et deux, je le rappelle, hein, avant de te lancer sur le longue distance, tu as fait 12 saisons de D1. La longévité, c'est quand même un truc de dingue chez toi. Vas-y, excuse-moi Charlie, je t'ai coupé, mais je voulais mettre en avant ces deux points sur lesquels il faudra qu'on revienne. Ouais, si tu veux, on en reparlera. Enfin, Ouais, je voulais juste sur cette longue distance te demander où est-ce que tu en es dans ton apprentissage. Là, ça fait un peu plus d'un an que tu es passé sur ce format-là. T'estimes, et d'ailleurs, tu as déjà des beaux résultats à ce niveau. T'estimes que tu en es où dans ton apprentissage du longue distance? ouais, je peux pas te donner un pourcentage. Je me considère encore comme un débutant. Déjà parce que je fais que du 70.3. Donc on parle de, pour moi, selon les parcours, entre 3h40 et 4 heures d'effort. Donc voilà, déjà je suis un petit rookie par rapport à des gars qui font vraiment du full. J'essaye aussi de régler encore plein de problèmes, hein. L'alimentation, l'hydratation, vraiment une position efficiente en vélo avec aussi tout ce qui est aérodynamisme. Donc je pense qu'en fait j'ai cette chance d'arriver du courte distance, donc j'ai déjà énormément d'acquis, notamment sur la natation et sur la course à pied, mais j'ai énormément à apprendre sur toute la gestion de course en elle-même, sur mon niveau vélo, hein, qui est pas encore au niveau des meilleurs, et ouais, voilà tout ce qui est en fait les petits points pour aller me perfectionner sur cette distance. Ce qui est excellent, parce que tu te dis, hein, tu fais pour l'instant que du Alpha Ironman, donc en vélo c'est 90 km, et ça te semble une montagne. J'ai appris à le désacraliser l'année avant de passer sur longue distance, donc vraiment l'hiver entre ma dernière année courte distance et ma première saison longue. J'ai dit au coach, je lui dis écoute, 4 heures d'effort, ça me paraît mais dingue. Écoute, je te propose un truc, on va voir ce que ça donne. J'aimerais bien aller faire la Saint-Express. Le Saint-Express, pour ceux qui connaissent pas, c'est un trail qui fait partie de la Saint-Élion, sauf que la Saint-Élion, c'est de Saint-Étienne jusqu'à Lyon, et la Saint-Express, elle est un petit peu plus courte. C'est ça, on part de Sainte-Catherine, et du coup, il y a que, entre guillemets, 44 km, mais ça se passe de nuit. Et cette course, elle est réputée pour à chaque fois avoir des conditions dantesques. Moi, au départ, ils ont retardé le départ où on était dans le sas de 1 heure. Il faisait -6, donc avec de la neige. Et je lui dis, écoute, moi j'ai envie de désacraliser ce 20 km et ces 4 heures. Donc ce que je te propose, c'est qu'on va faire ça. Et puis voilà, une fois que je l'aurai fait, en fait, quand t'as fait 45 bornes dans la nuit, faire 20 bornes à bloc, c'est facile, quoi. Ou faire 4 heures sur un triathlon, dans un truc que je maîtrise à 100%. Toi, t'es le genre de mec, quand toute ta saison d'entraînement, enfin tout ton foncier hivernal, tu cours avec des poids sur les chevilles pour te dire qu'à l'été, tu vas pouvoir t'envoler, c'est ça, hein? Non, je suis pas, non, pas totalement, mais en fait, j'avais besoin de me rassurer sur ce nouveau projet. Et puis, je pense que le fait d'être passé de 12 ans à faire la même chose, j'avais envie de découvrir un autre truc. Le trail, ça m'intéresse même d'une manière générale pour plus tard. Alors, j'en ferai pas forcément du haut niveau, mais c'est un truc qui m'attire. Et je me suis dit, pourquoi pas lier les deux? Je pense que ça peut être complémentaire. L'intérêt de cet hiver-là, si je voulais passer sur longue distance, c'est avant tout gagner de la caisse et pouvoir passer des efforts comme ça, aussi durs. Et aussi aller tester mon mental, parce que mine de rien, c'est des efforts qui sont pas très très drôles, quoi. Et en fait, j'ai très stressé avant cette course. En fait, je redoutais une seule chose, c'était de mal le vivre. Et je ne pouvais pas passer une pire expérience que celle-ci. Genre, dès le début, au bout de 1,5 km, j'avais le mollet qui me tirait, j'avais mal parce que je pense que c'était dû au froid. J'ai dû m'arrêter, marcher 5 minutes. Derrière, je suis reparti, je me suis retrouvé entre deux groupes, j'ai fait 30 bornes tout seul dans le noir. À 1h30 du match, je suis là, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce que tu fais là? Je comprenais pas, le corps le corps et la tête, hein, ne répondaient pas comme je souhaitais. Et puis c'est simple, en fait, à 5 km de l'arrivée, là, il commence à y avoir de la vie, ça touche à sa fin. Et en fait, nerveusement, je pleurais tout seul. Et donc, à la fois, ça me faisait rire, mais mes yeux pleuraient tout seuls, quoi.
Et bon, si ça intéresse les gens, ils peuvent aller voir sur mon Instagram. Il y a un petit réel que ma copine a fait, et on me voit à l'arrivée, mais décomposé au bout du rouleau, vraiment au bout du rouleau. Et là, j'ai fait OK. Bon, il m'a fallu 2-3 jours pour me dire allez, faut digérer le truc. Comme on est tous un peu sadomaso, au bout de 2-3 jours, on se dit je leur ferai bien l'an prochain. Bon, t'es limite à Domazo, parce qu'il y en a quand même, c'est jusqu'à la ligne d'arrivée, ils se demandent ce qu'ils foutent là, et puis ils passent un pied, et avant de passer le deuxième, ils disent allez, je re-signe pour l'année prochaine. Toi, il t'a fallu 2-3 jours quand même. Ouais, c'est ça. Bah ouais, bon, je suis fou, mais des fois, il faut quand même que je réfléchisse un peu. Et puis, ouais, ça a été une sacrée expérience. Et en fait, une fois, je suis sorti de là et je me suis dit, attends, en fait, Branalf, ça doit pas être si dur. Pour avoir fait Royan, j'avais fait Royan juste avant, justement en test, ça avait été facile à côté. Donc je me suis dit, en fait, vas-y, tente le coup, entraîne-toi. Si t'as l'entraînement adéquat, tu vas gérer. Donc vas-y, fais-toi plaisir. Et puis en fait, ça a été un déclic psychologique. Le premier half que j'ai fait à Valencia, après cette préparation hivernale, bon, j'ai eu du mal à démarrer, un petit diesel, quoi. Mais par contre, quand j'ai posé le vélo, le 21 km, je suis parti tout chousse. Et puis finalement, j'ai craqué au bout de les 2 derniers kilomètres, mais par manque d'expérience. Et je me suis dit, ok, l'apprentissage, il rentre. Et maintenant, on va voir comment se gère une récupération, comment je vais pouvoir les enchaîner, et qu'est-ce qui manque pour la suite. Et juste pour replacer temporairement les choses, alors quand tu fais le passage de courte à longue distance, dont a priori t'étais pas sûr de t'y engager à fond, là t'es déjà pro à ce moment-là, tu fais déjà que ça de tes journées. Il y a une petite dose de risque, non, en passant en se disant peut-être que je vais tenter l'aventure sur long, mais j'en suis pas absolument certain. Comment tu gères ce truc-là? Parce que il y a la problématique financière dont on a déjà discuté avec des centaines d'invités ici, du pro, enfin des pros longue distance en France sur lesquels c'est pas toujours évident. Comment tu gères ce truc-là, ce risque-là, entre guillemets? Très sincèrement, on le gère pas. Non, mais bon, je vais partir un peu dans je vais partir un peu dans ma tête là, mais je parlais dans courte distance, l'année où j'ai fait blanc, avant de faire une dernière année pour me prouver à moi-même que j'étais capable. Cette année-là, faire une année blanche, j'ai perdu tous mes contrats. J'ai perdu mon fixe que j'avais avec Ici les Moulineaux. Donc, en fait, je me suis engagé dans un club à Aix où j'avais 0 € de côté parce que j'avais plus de revenus tout simplement. J'ai tapé dans mes caisses et j'ai vidé mes caisses sur l'année. Heureusement, j'ai fait des primes qui m'ont permis d'avancer et de pouvoir continuer l'année. Mais je suis parti à blanc. Et en fait, quand j'ai commencé à me lancer dans le longue distance, j'avais fait ce test à Royan et j'ai eu la chance de trouver le club de Monaco avec Denis Vatrin qui m'a dit écoute, nous, Quentin, on a vu tes résultats à Royan, on avait 2 athlètes là-bas, il se trouve que tu les as battus. Écoute, on a envie de te faire confiance. Si tu te sens à même de faire le projet, on va t'aider. Donc ils m'ont aidé à la hauteur d'un débutant, mais ils m'ont quand même donné ma chance. Et donc là, financièrement, la problématique, c'est se dire, eux, ils me donnent ma chance, mais il faut trouver autre chose. Il y a quand même un vélo de chrono à 10 000 balles à financer, il y a le loyer à payer aussi. Donc là, en fait, c'est un truc que je connaissais pas, parce que sur le courte distance, en fait, ça fonctionne comme les teams en vélo. On a les sponsors globalement du club, et puis on est tout fourni, et puis voilà, maintenant, t'as plus qu'à aller t'entraîner. Donc il a fallu se structurer. Et se dire comment je vais chercher mon matos. J'ai cherché énormément de partenaires, ça a pas forcément marché. Envoyer des mails, c'est très compliqué. Une fois sur 2, on se fait jeter. Voilà, au bout de 200 mails de refus. Une fois sur 2, ça veut dire que les mecs ils lisent déjà ton mail. Moi, j'aurais dit que déjà. Ouais. Non, mais voilà, je suis un garçon optimiste, on va dire. Donc en fait, après derrière, j'ai essayé de faire marcher mon réseau. Juliette Duquesne, qui est ma copine, à l'époque, elle bossait pour Triathlon Store. Et elle leur a dit, écoutez,
certes, c'est mon copain, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire. Est-ce que vous seriez OK pour le rencontrer et potentiellement pour l'aider sur la partie matos? On s'est rencontrés, ça a matché. Ils m'ont dit, écoute Quentin, nous, ce qu'on va faire, c'est que sur la partie matérielle, on va t'accompagner de A à Z. Bon, déjà, sur la partie financière, ça fait une sacrée case de cocher, pardon. Donc je pars avec ça en poche. J'ai l'AS Monaco qui m'aide aussi un peu. Et puis c'est là que j'ai eu la bonne surprise. Tout à l'heure, je parlais de Amaury Lafourcade qui était mon premier adversaire. Eh bien, il se trouve qu'aujourd'hui, c'est mon premier partenaire. C'est assez drôle la vie, mais aujourd'hui, le groupe Lafourcade, ils m'ont proposé, ils m'ont dit, écoute, nous, Quentin, on va t'accompagner. On t'a vu aussi, pour le coup, il m'avait vu à Royan. Il m'a dit, nous, l'objectif, c'est de te soutenir, on y croit, donc on va t'accompagner. Bon, bah super, allez, un de plus dans l'équipe. Et en fait, je crois que c'est comme ça que ça s'est construit au fur et à mesure. C'est que dans mon équipe, il y a aujourd'hui, et je parle bien d'équipe, c'est qu'il y a que des gens qui ont envie d'avancer avec moi. Et c'est ça qui est top, c'est qu'on n'est pas là pour se dire vas-y, tu fais un chèque et puis tu mets mon nom sur ton maillot. J'ai vraiment des gens qui prennent de mes nouvelles toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, qui cherchent avant tout le fait que j'aille bien. Ils sont pas dans on attend que tu brilles. Ils sont dans est-ce que ton cadre de vie te plaît aujourd'hui? Est-ce que tu as ce qu'il faut pour t'entraîner et pour pas galérer? Ça n'empêche que je roule pas sur l'or. Aujourd'hui, je paye tout juste mes factures. L'année dernière, j'ai failli arrêter en fin d'année, parce que finir l'année à 0, c'est très compliqué. Et voire même l'année dernière, malgré toutes ces aides, voilà, j'avais une visu globalement à 3 mois de loyer. Donc tous les 3 mois, on se fait un point et on se dit comment on finit l'année, quoi. C'est un petit peu ça. Heureusement, ça a marché. J'ai pu aller chercher des primes à droite et gauche. Et puis cette année, on continue de construire. On a le groupe Activa, qui était déjà à la base un sponsor de Monaco, qui m'a dit, écoute, nous aussi, on voit ta progression et on a aussi envie de t'aider. Donc eux aussi, ils viennent de rejoindre l'aventure. On a fait l'annonce hier, donc c'est génial. C'est aussi pareil, des gens qui m'aident au quotidien, que je vais plusieurs fois se voir sur Nice. Moi, j'habite Saint-Raphaël, donc finalement, c'est à côté. Et donc, il y a quelque chose d'humain qui se construit autour de tout ce projet. C'est excellent. Je pense que certains se disent, ouais, Quentin, il a eu de la chance. J'aimerais juste relativiser. C'est pas que tu as eu de la chance. C'est que déjà, cette situation, tu as été la chercher. Tu l'as dit, tu as gagné. Enfin, t'as pas gagné, mais tu as fait un super résultat à Royan. C'est pas venu de nulle part, quoi. Donc, tu as provoqué tout ça et finalement, t'en récoltes les fruits de des petites graines que tu as déjà commencé à... Quand tu parles de chance, tu parles de quoi? Des résultats, des partenaires? Ouais, je parle des partenaires, mais voilà, je voulais relativiser. Pour moi, c'est pas de la chance, c'est vraiment du travail que tu as mené ces dernières années, et à commencer par cette première course à Royan où ça a bien marché pour toi parce que c'était le fruit de ce que tu avais déjà construit ces 15 dernières années, quoi. Ouais, oui, moi je dirais pas que j'ai de la chance, j'ai pas trop envie de parler des autres, mais il y en a qui ont des contrats à l'armée un petit peu comme ça, il y en a qui ont des parents qui sont déjà dans le business ou qui ont énormément d'argent et en fait il y a pas de chance, il y a pas de question à se poser, quoi. Tout est payé, tout est fait et puis voilà, on dort sur nos 2 oreilles. Voilà, moi j'en parle très bien aujourd'hui, mais il y a des moments, voilà, il y a des moments quand on a 500-600 euros pour vivre sur le mois, on serre les fesses, on va à l'entraînement, on n'est pas serein. Donc ouais, peut-être que par contre j'ai la chance d'avoir un entourage qui est très bienveillant et des amitiés avec des gens qui ont des valeurs qui me ressemblent, mais oui, effectivement, tout ça, j'ai essayé de le construire et ça reste difficile aujourd'hui parce que quand je dis que je prends des refus, j'en prends encore tout le temps. Je suis pas une superstar ou à signer des chèques de 50, 100 000 euros. Ça reste des aides à taille humaine qui font qu'aujourd'hui, je m'estime toujours. J'ai toujours de la chance. Je vis de ma passion. Je vais pas me plaindre. Mais voilà, je compte toujours. Je suis plus à 500 euros, mais je paye mon loyer, je paye mes courses et il me reste rien derrière. Je pars pas en vacances. Écoute, on parlait de résilience rapidement tout à l'heure. Moi, je te félicite parce que franchement, il faut en avoir et il faut le vouloir. Bravo. Merci. Justement sur ce nouveau Quentin plutôt orienté longue distance, comment tu te prépares maintenant? Parce que tu nous l'as dit, la première année, tu as beaucoup roulé. Est-ce que maintenant tu trouves un équilibre entre la natation, le vélo
vélo et la course à pied. Est-ce que tu mets toujours l'accent sur l'une ou l'autre des disciplines? Enfin, comment tu travailles tout ça? Est-ce que tiens, question complémentaire, est-ce que tu travailles aussi les transitions? Parce que autant c'est super important en courte distance, il faut changer vite, autant en moyenne longue distance, on rentre aussi dans un autre paradigme où il faut effectivement aller vite, mais il faut profiter aussi de ce temps pour récupérer. Et puis tu peux pas te changer sur du long comme tu te changes sur du court, quoi. Partir pieds nus sur du court, c'est faisable. Partir pieds nus sur du long, ça paraît plus difficile. Ouais, alors, j'ai oublié ta première question, je vais juste rebondir sur les transitions du coup. Ah si, sur l'entraînement, pardon. Bon, juste sur les transitions, c'est quelque chose que je fais depuis que je suis tout jeune. Donc jeune même, il y avait un champ de foire, un marché aux bestiaux à Parthenay. Je prenais mon balai pour nettoyer un petit peu le bitume et puis je m'entraînais tout seul le mercredi après-midi et je faisais mon truc. Aujourd'hui, ben voilà, ça fait 20 ans que je fais ça. Les transitions, mettre un casque, aller super vite, je connais. Maintenant, là où j'apprends, c'est sur des petits trucs. Par exemple, pour partir en course à pied, on part avec des gels, on part avec des lunettes, on part avec une montre. Et tout ça, on a deux solutions. C'est une technique d'Yvan Jarige, donc je la donne au public. C'est de tout mettre dans un petit sac congélation. Et en fait, ce qui fait qu'on arrive à la transition, on met ses chaussettes, ses chaussures, et en fait après on part avec son sac congélation. Et déjà, le temps, sinon on prend nos gels, on les met, on prend nos lunettes, on les met, on met la montre. Et en fait déjà on perd à 25 secondes. Donc 25 secondes derrière, sur un SMI, c'est 1 seconde 5 au kilo. Bon, ça paraît rien comme ça, mais en fait faut aller la chercher la seconde. Donc voilà, petite astuce pour gagner 25 secondes, c'est de faire ça. Voilà. Merci. Ça permet aussi de partir peut-être sur un rythme pas trop élevé, parce que il faut que tu restes concentré pour ouvrir ton sac, pour mettre tes gels, pour mettre tes lunettes, pour mettre tes trucs. Donc tu pars pas tout de suite à 3,0 du kilo sur le premier kilomètre, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, il y a aussi cette notion de rester avec le groupe. Et en fait, si on perd trop de temps à la transition, ça a beau être du longue distance, la dynamique, elle fait toujours que on est plus ou moins à l'aise. Et en fait, si on prend trop de temps à la transition, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui vont la passer super vite, et en fait, effectivement, ils peuvent se dire, je pars un peu plus lentement, j'attends que les gars reviennent, et puis ça me fait un temps pour souffler quand même entre deux sports. Je réattaque tranquille, je mets pas mon corps en PLS dès le début. Ou comme moi j'ai fait au début, c'est en fait prendre trop de temps à la transition, faire ses petites erreurs, et puis finalement en fait on sort 15-20 secondes derrière les autres, et psychologiquement en fait on part à fond pour rentrer sur les autres, quoi. Sauf que en fait moi ça m'est arrivé les 3 premiers, globalement je partais en 3,04, 3,05 le premier kilo. Ça va trop vite. Ça va trop vite, et au bout de 3 bornes, le corps il te dit mon coco, t'as fait 90 bornes de vélo avant, allez, une petite crampe par-ci, une petite crampe par-là, et puis en fait voilà, on vit beaucoup moins bien la course, et en plus derrière on a besoin au 2e kilomètre d'avoir un temps pour souffler, refaire tomber le cardio, etc. Donc non, les transitions, voilà, je dirais pas qu'aujourd'hui je les travaille tous les jours, mais je cherche à optimiser comment je peux mieux mettre ma combi dans la poche, parce que c'est vraiment, faut le dire, c'est une galère quand elle est dépliée qu'il faut mettre dedans. Voilà, comment je peux partir en course à pied avec un peu d'avance sur les autres, etc. Sur la partie entraînement, c'est vrai que ce que je disais tout à l'heure, le premier hiver, on s'est dit en fait ton gros problème déjà, Quentin, c'est d'avoir un foncier qui est stable, enfin qui est ancré en toi, et donc on s'est dit ce que tu fais, c'est que il va falloir faire des heures sur le vélo, apprendre à aimer ça, et voilà. Donc en fait, j'ai complètement délaissé la natation cette année-là. Par contre, je faisais que faire du vélo et courir, mais beaucoup faire du vélo, parce qu'on voulait un volume horaire qui était assez gros, une 30aine d'heures, avec des sorties où j'allais rouler régulièrement entre 4 et 7 heures, parce que je suis monté à peut-être à 20 heures de vélo dans la semaine. On peut pas être partout. Ce premier bloc, il est essentiel d'une manière générale, parce que si on veut passer des courses de 4 à 8 heures, il faut pouvoir l'avoir fait un petit peu dans sa vie. Et moi personnellement, je l'avais déjà fait auparavant, mais sur la partie course à pied, à faire des hivers avec 15-16 semaines d'affilée à entre 100 et 150 km par semaine, pour pouvoir ancrer une force musculaire sur la partie course à pied, qui fait que ça me permet d'avoir maintenant une foulée un peu plus économique et quelque chose d'un peu plus naturel. Cet hiver, c'est complètement différent.
on a complètement rééquilibré. Le fait d'avoir négligé la natation, j'ai pris cher sur toutes les courses. Ce qui fait que je suis sorti au début du vélo, j'étais déjà en hypoxie dans le dur, et puis finalement quand ça part fort, je pouvais pas suivre. Et en fait à vélo et en course à pied, on est parti sur un volume horaire qui est pas extraordinaire aujourd'hui. D'une manière générale, sur une semaine, je m'entraîne entre 20 et 24 heures. Donc bon, certes, pour le commun des mortels, c'est beaucoup, mais pour des athlètes professionnels, globalement, c'est plus entre 25 et 35. Par contre, je prends cher quasiment tous les jours. On a fait un premier cycle là qui s'est terminé fin janvier. Je passais entre 3 et 4 fois semaine sur le home trainer, et globalement sur home trainer, je poussais des watts. Donc c'est certainement ça qu'on a changé, c'est de se dire maintenant que le bloc il est ancré en toi, t'as une caisse, maintenant il faut apprendre à pousser des watts et à les maintenir un certain temps. Donc je pense qu'aujourd'hui, j'ai pas les termes spécifiques, mais on cherche à élever le niveau sur mes allures Alpha Ironman d'une manière générale. En course à pied, c'est pareil. L'objectif, ça serait de courir 3,20. Concrètement, l'année dernière, j'ai fait 0 séance à 3,20. Soit j'allais courir à 3,05, soit je courais à 3,30. Et là, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on travaille énormément, c'est de se dire, maintenant, il faut trouver la même foulée, la même décontraction que quand je courais à 3,27, 3,30 sur 3,20. Donc, pour ça, il faut aller le chercher. Et donc, on essaye de passer du temps à cette allure-là. Et est-ce que en course à pied, comme en vélo, alors l'année dernière, pas cette année, mais est-ce que tu fais de la surdistance? Ce que tu disais, tu préparais une saison de half et tu faisais du 6-7 heures de sortie vélo. Donc même si je suis pas très bon en maths, ça fait quand même un peu plus que 90 bornes. Est-ce qu'en course à pied, tu fais pareil? Tu fais de la surdistance? Tu fais plus de 20 bornes quand tu sors, ou tu restes dans des distances autour du SMI? Ça dépend les semaines. Je vais avoir des semaines où finalement je vais faire énormément de 15, 16, 17 km qui sont autour. Mais par contre, je vais le répéter plusieurs fois dans la semaine. Et puis j'ai des semaines où l'année dernière par exemple, la semaine en elle-même elle était pas très compliquée, beaucoup de petits footings. Par contre le dimanche j'avais un 30 bornes SV1, donc globalement 2 heures c'était assez vallonné, donc ça a dû faire 2 heures à un peu plus de 15 à l'heure. Vallonné pour le coup. Ce qu'on voulait, c'est qu'il y ait des montées et des descentes pour pouvoir casser la fibre au maximum, et aussi bosser ce qui est changement de rythme, donc pouvoir se concentrer sur le souffle, pouvoir gérer sa respiration, et ça c'est aussi important de pouvoir de savoir le faire, parce que finalement en course il y a des moments où c'est pas nous qui menons le rythme, et il faut réussir à calmer tout ça. Excellent. Bon, derrière Saint-Raph, ça va, il y a ce qu'il faut. Je me souviens que l'avant-dernière étape de mon défi, c'était Saint-Raph-Cannes, en passant par l'Estérel. En termes de vallonné, il y a ce qu'il faut. Ouais. Alors tu vois, tout à l'heure on parlait d'équilibre. L'année dernière, et c'est peut-être le souci de mes dernières années, mais moi à l'époque je vivais à Poitiers jusqu'à fin 2023. Je vivais sur Poitiers, j'ai fait beaucoup Montpellier, j'ai vécu 9 ans à Montpellier, et puis à un moment un petit ras-le-bol, un besoin de retour aux sources, et je suis allé m'installer 1 an et demi à Poitiers. J'ai construit une stabilité là-bas, j'avais mes copains, j'avais ma famille, le coach était pas loin. Et puis j'ai rencontré ma copine, et l'amour fait que j'ai déménagé à Poissy, donc fin d'année 2023. Derrière, je suis parti en fait direct. Elle travaillait donc là-bas, et puis je suis parti directement. J'ai eu un stage de 2 semaines en décembre, et je suis revenu en janvier. Je lui dis écoute, moi j'ai un problème, c'est que là à Poissy il fait que pleuvoir, donc je vais pas pouvoir rester. Et en fait, je lui dis écoute, j'ai pris un appart pendant 2 mois à Montpellier, et je vais m'entraîner 2 mois à Montpellier pour faire mon bloc hivernal. Et comme j'avais mes repères, j'ai vécu 9 ans là-bas, j'avais mes copains aussi, j'avais besoin de me structurer là-bas. Et puis au bout de 2 mois, on est remonté, et elle m'annonce qu'elle a posé sa démission. Bon, ok, super, elle veut monter sa boîte, c'est génial. Donc du coup, on fait le parti pris de descendre. Ses parents avaient un studio à Pérols-en-Provence, c'est où il y a le 73 de Aix-en-Provence. Donc on est allé se poser là-bas, et globalement l'année on a fait 3 mois là-bas, 1 mois en Brun, 2 mois là-bas. Entre temps tu pars en compétition globalement tous les 15 jours aux 4 coins de l'Europe. Pouah, le bordel.
fin d'année, j'étais rincé. Et du coup, voilà, on s'est posé à la fin de l'année dernière avec le coach. Je me suis posé avec Jus. Bon, là, il y a un gros problème, c'est notre stabilité. C'est le bordel. On peut pas vivre dans les valises comme ça et c'est hyper anxiogène. Et avec question financière aussi. Donc tout ça, c'était compliqué. Puis même nous, pour nous construire en tant que couple et chacun en tant qu'humain, c'est très compliqué. Donc là, on a décidé du coup à ce moment-là de trouver un coin qui nous plaisait à tous les deux, mais qui permettait aussi de s'entraîner, et elle de lancer sa boîte. Donc c'est pour ça qu'on est aujourd'hui à Saint-Raphaël, où finalement en fait il y a tout ce qu'il faut pour s'entraîner. Moi, je voulais pas retourner à Montpellier, donc là on a commencé à construire notre socle, et finalement en fait c'est le meilleur choix qu'on ait fait, parce que elle a son cercle d'amis, moi j'ai le mien. Finalement, moi, je suis pas loin de Monaco parce que, ben voilà, mon soutien important. Mes partenaires Triathlon Store, Activa, ils sont à Nice, donc finalement, c'est à côté. Tout ce qu'il faut pour s'entraîner, la piscine de Saint-Raphaël, c'est la seule piscine de France où on peut nager en public sans trop de problèmes. Il y a au maximum de personnes. C'est un bassin olympique. C'est génial, quoi. Et puis la météo, le cadre de vie, c'est génial. Donc en fait, je crois que ma grosse diff pour l'année prochaine, c'est la structure et la stabilité qu'on a réussi à construire tout cet hiver. C'est que je suis hyper bien accompagné. On arrive à vraiment mettre des choses en place. Humainement, bah, c'est top. J'ai ma copine, j'ai mes copains, j'ai mes partenaires. C'est top. Sportivement, je peux construire, en fait. Ne pas être dans une valise, ça me permet de pouvoir... voilà, je pose mon entraîneur à cet endroit-là. C'est mon bureau. Et puis voilà, il y a tout qui est calé, en fait. C'est une symphonie. Tu vois, je vais utiliser le terme de musique, c'est que c'est une partition où tout a sa place, et en fait, il y a plus qu'à la lire. Et ça se ressent dans l'hiver, ou même, on en parlait ce week-end, avec des partenaires et ma copine, c'est que elle d'extérieur, elle me dit en fait je te sens encore plus dedans parce que tout est limpide, et même je pense que le coach peut en parler, c'est que tout passe, toutes les séances elles passent, j'arrive à caler ma récup comme il faut, toutes mes séances elles sont faites correctement, des fois plus ou moins fatigué certes, mais après ça c'est le jeu de l'entraînement. Mais ça passe, et je pense que c'est là où je progresse encore, en fait. C'est qu'à un moment, quand tes séances elles passent plus, soit ta planif elle est pas bonne, soit c'est toi qui sait pas te remettre en question sur ce que tu fais, soit à côté sur le job, soit parce que t'as des problèmes émotionnels, voilà, tu perds quelqu'un de ta famille, tu t'engueules avec ta copine, t'as le travail, hein, voilà, pour les gens normaux, c'est le travail, c'est la surfatigue liée à ça, c'est les trajets en voiture, il y a tout qui vient interférer, en fait. Et en vieillissant, c'est surtout ce que je me dis, c'est qu'en fait c'est beaucoup de parties que je prenais pas du tout en considération dans ma préparation. Ouais, et ce qui ressort de tout ça, c'est l'équilibre nécessaire pour pouvoir tout orchestrer autour de l'entraînement et de la recherche de performance, et que ça tient pas juste à l'entraînement, mais ça tient aux choses de la vie aussi que tu vas mettre autour. Et j'imagine que pour tenir à long terme, comme tu le fais depuis tes 13 ans sur une pratique régulière, c'est sûr qu'autour, les choses qui vont autour de l'entraînement doivent être calées, j'imagine. Et ça, là-dessus, par rapport à tout ça, ce que tu mets en œuvre, c'est quoi les objectifs que tu t'es fixés là pour l'année à venir? Alors, peut-être en termes très quantitatifs de résultats, de performance, mais aussi en termes d'équilibre. Qu'est-ce qui va dicter là la saison à venir 2025? Bonne question. Bon, mon objectif premier, c'est le 70.3 de Nice. Pour une bonne raison, c'est que déjà c'est à côté de la maison, il y a mes partenaires, il y aura ma famille. Donc tu vois, en fait, je pense aussi, c'est aussi pour ça que je pense que j'apprécie le longue distance, et c'est quelque chose que t'as beaucoup moins sur courte distance, c'est le partage. Sur courte distance, tu passes à 45 à l'heure ou 50 à l'heure, t'es à bloc pendant 50 minutes. Bon, globalement, le partage, il est réduit, hein. Et puis, tu sais que t'as pas droit à l'erreur sur les 200 premiers mètres en natation, parce que sinon ta course elle est foutue. Donc, un quart d'heure avant ta course, t'es pas avec ta famille et t'es concentré, et voilà.
Et en fait, je pense que d'une manière générale, ce qui fait que j'apprécie ce projet et ça fait partie de mes objectifs l'année prochaine, c'est de partager encore plus. Et d'où Nice en tant qu'objectif, c'est que la perf soit bonne ou pas, on gagne ensemble, on perd ensemble, mais on vit des émotions. Et alors, ouais, je pourrais te dire, moi je veux gagner ça. Bien sûr que j'ai envie de gagner, sinon ça ferait pas 13 ans que je me lèverais tous les matins pour m'entraîner de 3 à 6 heures par jour. Mais voilà, il y a le plus, et mon objectif c'est de partager encore plus avec les personnes qui m'accompagnent aujourd'hui et celles qui ont envie de nous rejoindre si elles le veulent, ou ne serait-ce que de nous encourager sur le bord de la route. C'est que voilà, mes objectifs c'est vraiment qu'on vive ces émotions-là, que ça nous fasse des souvenirs tout simplement. Tout ce que moi j'ai fait avec mes copains jeunes quand on a fait champion de France, etc. On se revoit, je les ai encore vus le week-end dernier, on s'est tous rejoints à Paris, on en parle toujours. C'est un truc qui nous allie à jamais et c'est pour ça que j'adore ce sport. Et aujourd'hui, ce que je vis avec l'AS Monaco, avec les frères Giraud Triathlon Store, avec ma copine, avec Activa, n'importe en fait, tous ceux qui m'accompagnent et qui prennent part à ce projet, en fait, c'est qu'ils se sentent concernés. Et donc on vit des choses ensemble, des émotions, et moi ce que je veux c'est de construire cette belle histoire et que dans 10-15 ans on soit toujours tous aussi proches et qu'on ait tous ça à se rappeler. Tu parles de partage, tu parles d'expérience aussi. Cédric Fleurton, ça te parle? Oui. Bon, je sais pas si tu échanges avec lui, mais si c'est pas le cas, je vous mettrai en relation. Je trouve qu'il a un profil, une histoire assez proche de la tienne. Beaucoup de haut niveau étant jeune, et puis après il a switché sur de haut niveau à courte distance. Après il a switché sur le long, et puis après il a fait du trail, et puis au passage il a fait du swimrun. Et ça, c'est là où je voulais en venir. Le swimrun, si t'aimes partager, putain, mais vas-y, lance-toi dedans. Alors fais déjà ce que tu as à faire sur la longue distance en triathlon, mais fais-toi plaisir avec le swimrun, surtout en binôme, en termes de partage, d'expérience, de communion dans l'effort, que ce soit dans le bien ou dans le mal. C'est génial. Bon, voilà, j'ai fait ma petite pub pour le swimrun. On peut passer au... Non, mais après moi, j'aime découvrir ce genre de sport. Ce qui est difficile en fait dans ce sport, le triathlon, avant même de passer au swimrun, qui sont, voilà, c'est des disciplines cousines. Et c'est aller au bout de ce que je peux faire. C'est aussi un leitmotiv, c'est que voilà, le court distance, ouais, j'ai pas fait champion du monde. Mais par contre, je suis allé au bout de ce que j'avais envie, de ce que je pouvais faire. Il y a l'envie et il y a le pouvoir. Peut-être que j'ai pas tout fait correctement, mais voilà, Quentin Barraud, en tant que tel, il est arrivé je suis arrivé à un moment où je suis allé au bout du process et au bout de ce que je voulais mettre en place et des performances que je pouvais faire. Je pense qu'à un moment, même si le niveau il augmentait constamment, moi je continuais à faire du top 20 concrètement. Ouais, je progressais quand même parce que la densité elle augmente, mais je serais pas allé chercher plus loin et puis voilà, les coupes du monde et etc. Tout ça nous était plus ouvert. Aujourd'hui, c'est la même démarche dans le longue distance. J'ai commencé pour moi quelque chose qui ça doit être du triathlon, mais c'est un autre sport. Et j'ai envie d'aller au maximum de ce que je peux. Et je me dis, bon ben voilà, d'année en année, je progresse. Quand je verrai que je progresserai plus, bon ben on arrête. Ou alors on passe sur full, ou alors on va sur du C-moine ou autre. Mais bon, le but, ce sera peut-être de s'arrêter un jour aussi, ou de construire quelque chose autour, hein, parce qu'aujourd'hui, concrètement, j'ai pas le temps de construire, je vais dire, par exemple, une vie de famille ou autre. Hein. C'est pas dans les dossiers si mon père écoute, mais mais non, voilà, c'est plus la notion d'aller au bout du projet. Alors certes, c'est en équipe, mais bon, forcément, il y a un moment, c'est moi qui ai la décision et l'objectif, c'est ça, c'est vraiment de pousser au maximum. Bon, il me semblait que ton leitmotiv, c'était qu'aucun rêve n'était trop grand lorsqu'on avait le courage de le vivre. C'est la phrase que tu as mis sur ton site. Mais c'est vrai qu'il faut mettre toujours un mot sur quelque chose, mais mon rêve c'est plus de vivre ma passion et de le partager, quoi. Concrètement, c'est ça. Franchement, j'ai idolâtré des gars. J'ai vraiment idolâtré des gars. Par exemple, Fred Belaubre. Je m'entends super bien avec lui. Dernièrement, je courais. Il prépare un semi, donc on faisait tous nos échauffements ensemble. Et c'est quelqu'un jeune, j'admirais. Mais c'est marrant parce que j'ai plus admiré des gars comme ça que des Brownlee, des Gomez, des Bloom
où finalement, même si quand je les croisais sur Grand Prix, j'avais pas grand intérêt pour eux. Et je pense qu'en fait, avec le recul, et pour maintenant connaître bien Fred, c'est que c'est des gars humainement, waouh quoi. Juste, il y aura jamais un mot négatif. Ils ont toujours le smile. S'ils peuvent te tendre la main, ils te tendent la main. Et en fait, je pense que ça va finalement dans ce que comment je me construis aujourd'hui et quel objectif j'ai. Bon, tout à l'heure, tu disais qu'il allait bien falloir s'arrêter un jour. Là, on vient de parler de Fred. Regarde le père de Fred, 82 ans maintenant, toujours champion de France de triathlon. Donc lui, il s'arrête pas. Pourquoi tu voudrais t'arrêter? Oui, après, voilà, je parle quand je dis m'arrêter, forcément, je continuerai toujours le sport. Mais bon, de haut niveau, faire que ça et être à cheval sur tout le temps, c'est difficile. Alors, tout le monde est fatigué, tout le monde a ses problèmes. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais moi j'ai travaillé quand même. En parallèle, j'ai fait une école de commerce. Attends, tu dis j'ai travaillé quand même. Je voudrais enlever le quand même parce que déjà être sportif de haut niveau, c'est du boulot. Hein. Non mais sérieusement. Ouais, mais tu vois, enfin par exemple, des fois les gens c'est des discussions que j'ai déjà eues, mais se rendent pas forcément compte que j'ai eu aussi une expérience professionnelle. J'ai pas fait que du triathlon toute ma vie. Je menais de front. À un moment, je menais entre 25 et 30 heures d'entraînement semaine en bossant 40 heures. Voilà, j'ai fait une alternance où je bossais au siège chez Decathlon pour la marque Van Rysel. Et en fait, j'ai vraiment vu là la distinction entre forcément des fois je m'entraînais un petit peu moins parce que c'est fatigant, mais quelqu'un qui va travailler, ouais certes c'est difficile psychologiquement et tout, mais c'est des fatigues qui sont complètement c'est pas comparable. Enfin, c'est pas comparable, c'est juste que ouais, c'est des fatigues qui sont différentes en fait. Et là aujourd'hui, la fatigue du triathlon c'est certes physique, mais c'est aussi psychologique constamment. Et là où je dirais que quand moi je travaillais, des fois c'était juste uniquement psychologique quoi. C'est très fatigant, hein, je dis pas, mais quand les deux se mêlent, faut tenir la cadence. Voilà, tout simplement. Hein. Faut trouver des stratagèmes, mais pour mieux récupérer. Mais c'est vrai que c'est difficile. Quoi. Et d'où c'est vrai que c'est le sujet qu'on aborde, qu'on a déjà abordé avec plein d'autres sportifs de haut niveau. C'est le sujet que moi j'ai abordé pas mal dans mon podcast dans les vestiaires, où justement l'objectif c'était de savoir comment est-ce qu'on construit et qu'on finance une carrière de sportif de haut niveau. Et c'est aussi pour ça que on essaye d'échanger sur le fait que être sportif de haut niveau, ça veut pas dire juste aller s'entraîner un petit peu de temps en temps, puis après mettre les pieds au bord de la piscine. Non, c'est un job. Et au-delà de l'entraînement, l'autre partie du boulot, c'est la récupération. Et la troisième partie, tu l'as bien dit tout à l'heure, c'est d'aller chercher des sponsors, des partenaires et de se prendre des portes avec des mecs soit qui lisent pas les mails, soit qui sont juste pas intéressés ou c'est pas le bon moment, quoi. Enfin voilà, il faut remettre quand même l'église au milieu du village. Hein. Être sportif de haut niveau, c'est un job et c'est un job à temps plein et qui demande aussi beaucoup de résilience et beaucoup de dépassement de soi et se sortir du cadre. Ouais, tu vois, typiquement semaine dernière j'ai eu le cas. J'appelle un copain, il me dit, je lui dis qu'est-ce que tu fais? Il me dit, moi là je vais travailler. Il me dit et toi? Moi, je lui dis, moi je vais nager. Tu vois, mais certes c'est un. Et en fait je me reprends, je dis, en fait moi aussi je vais travailler. Et en fait, tu vois, je vais donner une comparaison aux gens, mais à un moment quand ça fait 15 jours, 3 semaines que tu n'as pas pris, enfin, il y a pas eu un jour où tu n'as pas fait de vélo, franchement, moi, mon vélo, des fois, je ne peux plus le voir, mais vraiment, je vais dessus et je ne peux plus le voir et je vis 1h30, 2 heures d'enfer parce que j'ai mal aux jambes, je suis fatigué, j'ai envie d'aller me coucher, etc. Les gens, ils se rendent pas forcément compte. C'est comme si on aimait le burger, sauf que moi j'adore le burger, sauf que tu m'en fais manger matin, midi, soir tous les jours. Voilà. Et j'ai pas de week-end, je prends pas de vacances, donc tu vois c'est des métiers qui sont difficiles et en plus sans salaire à la fin du mois, hein, parce qu'on n'a rien de fixe concrètement. Hein. Donc c'est tu marches ou tu marches pas aussi quoi. Et justement les plans pour, tes plans à toi pour essayer de surmonter tout ça. Tu marches ou tu marches pas. Si tu marches pas, t'as pas de prime et donc à la fin de la saison, si tes partenaires te lâchent, ça s'arrête. Comme ça s'est passé quand tu étais dans le court distance. C'est quoi tes plans justement pour surmonter tout ça et pour t'assurer un minimum de visibilité ou un avenir, quoi? Mes plans, c'est ce que je disais déjà, la structure et ma stabilité, c'est choisir des partenaires qui ont envie d'avancer avec moi, mais qu'on gagne ou qu'on perde en fait. Les clubs de la D1, ils managent un effectif et puis les gars ils veulent gagner et puis si tu vas pas bien, là l'avantage d'avoir des partenaires privés aussi, c'est que viens, on y va ensemble
Et puis, si on perd, on verra ensemble ce qu'on peut faire pour améliorer. Et si on gagne, t'as ta part, mine de rien. Donc, tu vois, c'est vraiment déjà assurer cette structure. Oui, j'ai des plans en tête, moi, pour essayer de stabiliser aussi tout ça. Potentiellement du coaching en ligne, auquel je réfléchis déjà énormément depuis un petit moment. C'est des perspectives qui font que voilà, ça me permettrait d'avoir une stabilité financière et de voir un petit peu venir. Mais le but vraiment, le top dans tout ça, ça sera de pouvoir continuer à grandir cette équipe, de donner envie aux gens de nous suivre et de voir comment on peut construire ensemble pour améliorer. J'ai pas toutes les notions enfin, c'est difficile d'avoir une vision globale sur sa pratique, de prendre le recul nécessaire pour se dire, bon, en fait, Quentin, il te manque ça ou ça, et pour aller mieux. Maintenant, si demain, il y a quelqu'un qui peut m'aider là-dessus et comment avancer, comment aller grappiller quelques bonnes énergies pour performer, moi, je suis preneur. Ouais, plein d'autres questions, mais ce qui ressort de tout ça, c'est hyper intéressant, quoi. C'est un jeu de long terme sur lequel il faut être stable et plein d'autres choses à mettre en œuvre autour de l'entraînement pour que ça marche. Peut-être toi qui viens de faire la transition, Quentin, qu'est-ce que tu aurais à donner comme conseil prioritaire à un athlète, alors plutôt amateur, qui veut se lancer sur longue distance? S'il y a deux, trois trucs clés à savoir, toi avec le recul, tu leur dirais quoi à ces gens-là? Premier conseil, manger. C'est un truc, tu vois, il y a encore 2-3 ans, c'était faut pas manger, faut aller faire 3 heures de vélo et puis tu manges une pomme et t'inquiète, ton corps il va apprendre à aller chercher dans les graisses le sucre, etc. En fait, aujourd'hui, on se rend compte que c'est des bêtises tout ça. Manger sur le vélo. Alors, je parle pas d'une barre sur 3 heures, je parle plus de 3-4 barres sur 3 heures. Certes, aujourd'hui, c'est un coût énorme, mais en fait, si vous buvez bien, vous mangez bien, déjà, il y a, je pense, 50% du travail qui est fait. C'est que vous allez assimiler la séance, vous n'allez pas aller chercher trop dans les réserves, donc en fait, déjà juste faites le test. Faites 2 heures de vélo, vous mangez pas et vous buvez très peu, vous verrez l'état de vos jambes, et puis vous faites le test où vous mangez beaucoup, vous buvez bien, et en fait, vous verrez déjà que l'après-midi, vous avez pas mal aux cannes, quoi. Et en fait, quand t'as pas mal aux jambes, tu peux repartir à l'entraînement, donc c'est plus facile. Il y en a même, ils vont jusqu'à prendre, il y a des athlètes, plus en athlète, qui prennent un gel à la fin de l'entraînement. Alors on pourrait dire, ouais, ça sert à rien et tout. Non, en fait, ils redonnent du sucre au corps, parce que ils ont tapé dans la machine. Donc je pense que l'alimentation, manger bien et ne pas ne pas négliger cet aspect où quand je m'entraîne, je consomme et non, je prends pas de poids, faut arrêter avec ça. C'est du sucre rapide très souvent, le corps il l'utilise directement, il va pas se mettre à voilà, si vous mangez 15 barres, moi je dis pas que c'est utile, mais déjà une barre par heure ou un gel c'est le minimum, je pense. Ouais, tu l'as dit, hein, l'équilibre, mais dans tout, hein, pas que dans la construction de sa vie sportive et professionnelle et personnelle, aussi dans la construction de son entraînement et dans l'alimentation. Enfin, tu l'as dit, hein, c'est pas parce que vous allez manger 3-4 barres sur une sortie de 2 heures que vous allez grossir. Non, au contraire. Non, mais tu vois, j'ai fait ouais, certes, je suis professionnel, mais je connais un petit peu le monde amateur parce que typiquement, mon père est pratiquant, ma belle-mère aussi, et ils ont fait, par exemple, ils se sont lancés le défi. Donc mon père, c'était quelqu'un qui faisait du marathon, puis il a fait du 100 km. C'est un peu un vieux de la vieille, quoi. Il mange, oui, mais je mange quelques pommes potes par-ci par-là quand il faisait ce 100 km, etc. Et en fait, moi à l'époque, j'étais encore sur un truc comme ça où faut pas manger. Et puis là, il y a 2 ans, il a fait son premier full en triathlon. Et en fait, moi justement, c'est le moment où j'ai commencé à contrecarrer. Et en fait, j'ai compris. Je lui dis, mais attends, on va pas. En fait, tu manges que dalle. Si tu manges rien, ça marchera pas. Hein. Donc, tu vois, c'était le premier à essayer de convaincre. Et finalement, en fait, aujourd'hui, en fait, il a réussi son full très bien, mais parce que aussi, il avait une stratégie qu'il a testée en amont. N'allez pas manger des gels que pour le full. Il s'est entraîné pendant 6-8 mois à manger tout le temps, sur tous les entraînements. Il a augmenté progressivement son volume. Et
parfois même en faisant trop, je pense. Il avait besoin de se rassurer. Mais par contre, il a pas négligé cet aspect et ça s'est super bien passé, quoi. Et puis, moi, je suis un vieux de la vieille, hein. Faut le dire quand même. Les gels ou les barres scotchés sur le cadre, ça claque, je trouve. Bon, c'est pas très aéro, mais c'est sympa pour les vieux comme moi. Ouais, le problème aujourd'hui, la vraie barrière à ça, c'est qu'aujourd'hui, un gel, c'est super cher. Enfin, voilà, quand on paye une inscription à 100 balles le dossard et qu'en fait, on se rend compte qu'on va plier 50 balles de gel sur la course, c'est quand même, ça commence déjà à être un budget. C'est peut-être aussi déjà le problème du triathlon amateur, hein, c'est que tout mis bout à bout, c'est pas une discipline qui est tant ouverte que ça, financièrement, je trouve. Ouais, puis tu l'as dit, on plie 50 balles de gel ou de barres sur la course, mais tu l'as dit aussi, on le répète tout le temps, on ne teste rien. Ton père, il a testé sur 6-8 mois sa préparation, son entraînement, la nutrition pendant l'entraînement. Donc, ça représente aussi un budget de partir rouler 2 heures et de prendre 4 gels ou 4 barres à 3-4 euros en moyenne pièce. Bah, ça fait cher l'entraînement finalement, mais ça fait partie du jeu du triathlon. C'est ça. Donc, puis pareil, après, faut tester les marques parce que y a des trucs, c'est hyper acide, ça fait des remontées. Enfin, voilà, c'est ça. Moi, j'invite les gens à manger et à tester. Perso, je vais faire de la pub, mais j'utilise Précision. J'ai jamais eu de soucis, quoi. Niveau, ils sont complets. Il y a des boissons, il y a des électrolytes parce que voilà, il suffit que vous transpiriez beaucoup, c'est quand même intéressant. Niveau gel, vous avez ce qu'il faut. Et par contre, le truc trop bon, c'est les choux. C'est l'espèce de gomme un peu comme des loukoums là. Et j'en mange même au goûter parce que c'est des trucs, c'est trop bon, quoi. Non, je pense que aujourd'hui, il y a quand même des trucs qui sont faits et qui sont très très bons, au-delà de la barre Granny Pomme qu'on avait à l'époque. Voilà, il y a des trucs qui sont plus poussés, les goûts ils changent. Voilà, on n'est plus sur le truc Isostar à l'époque où tu le manges, c'est un peu une corvée, quoi. Aujourd'hui, t'as des trucs super bons, faut y aller, quoi. Bon, les équipes de Précision, si vous nous écoutez, l'épisode n'est pas sponsorisé, mais ouais, j'ai fait la pub, désolé. Quentin a joliment fait la pub. Non, mais t'as raison, c'est un retour d'expérience comme un autre, Quentin. Non, mais j'en ai testé, hein, j'en ai testé d'autres. Je vais pas dire de nom pour le coup parce que j'ai pas envie de faire de la mauvaise pub et tout, mais acide au possible, quoi. Et le truc, en fait, tu le manges, tu le sens déjà dans la bouche que ça va être compliqué. Ouais, tu pars courir, t'as envie de vomir au bout de 2 bornes, quoi. Sauf que pour le coup, heureusement, je l'avais testé à un entraînement. Mais bon, déjà, tu mets un entraînement en l'air parce que le truc était pas bon, quoi. Et d'ailleurs, on en profite, j'en profite pour refaire une petite piqûre de rappel. Vous entraînez toute l'année avec une certaine marque, un certain type de produit, et puis pas faire gaffe à ce qu'il y aura au ravito sur la compète parce que vous dites, c'est bon, de toute façon, je me suis entraîné, j'ai pris telle marque, et puis sur la compète, parce que c'est partenaire Ironman, on va avoir un autre type de produit. C'est pas non plus la bonne stratégie, hein. On teste à l'entraînement la nutrition, l'alimentation, l'hydratation, et puis on prend tout ce matos-là avec soi pour la compétition, hein. On se repose pas forcément sur ce qu'il y a au ravito. Et voire même s'il y a au ravito les marques qu'on a l'habitude de prendre, si on n'est pas dans le top X, ça se trouve, il n'y a plus rien quand on arrive sur la table. Donc partez avec votre matos, s'il vous plaît, les gars et les filles. Ouais, c'est un bon rappel. Arnaud, est-ce que t'avais d'autres questions pour Quentin? Avec quel sujet tu veux finaliser? Ouais, écoute, moi j'ai toujours plein de questions, mais on va peut-être finir avec la question du podcast. Le podcast s'appelant Devenir triathlète X Open Tri. Quentin, pour rejoindre un petit peu la question de Charlie tout à l'heure, mais selon toi, quel est le meilleur moyen de devenir triathlète? Là, tu me poses une colle. Pour devenir triathlète, faut déjà prendre le départ à un triathlon, déjà. Moi, ce que je conseille, c'est de pas avoir les yeux plus grands que le ventre. Très souvent, on fait cette erreur en se disant, moi, je suis pas, voilà, j'ai des gros bras, je commence par le M, et puis, dans 6 mois, je fais un full. En réalité, dans 6 mois, tu es en PLS et tu peux plus bouger parce que tu en as des trous à ton corps. C'est ça, non, mais devenez triathlète dans le sens où c'est une super discipline. Quand vous en avez marre du vélo, faites de la course à pied. Quand vous en avez marre de la course à pied, vous faites de la natation. Voilà, c'est un sport qui permet d'équilibrer un peu tout ça. C'est un sport hyper convivial. On parle souvent d'un sport qui est individualiste. C'est beaucoup des retours que j'ai eus, mais en fait, n'importe quoi. Le vélo, vous allez le faire avec les copains le samedi, dimanche. Le footing, vous êtes rarement seul. La natation, c'est toujours encadré par un club, donc vous êtes avec du monde. C'est un vecteur social qui est génial, quoi, en fait.
Donc vous allez partager des moments au top, des week-ends, vous allez partir avec vos copains et voilà. Je vais pas faire de pub cette fois, mais voilà, vous prenez un événement. Il y a énormément d'événements qui sont très connus en France. Vous prenez le mobil-home et c'est un week-end qui est génial à partager avec sa famille, avec ses amis. Il y en a pour les petits et les grands. Voilà, les enfants peuvent en faire aussi. Donc c'est une discipline qui est complète, qui est pas élitiste et auquel on peut prendre énormément de plaisir. Bah écoute, merci pour ces paroles très sages. Je trouve tout cet épisode a été rempli de paroles et de réflexions très sages. Pour terminer, Quentin, où est-ce qu'on te retrouve, où est-ce qu'on te suit, où est-ce qu'on t'encourage? Alors moi on peut me retrouver, alors déjà vous pouvez me retrouver à Saint-Raphaël tous les jours globalement, soit sur mon vélo, soit en train de courir. Piscine publique sans marcher sur voilà, je peux la piscine publique. Sinon sur les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, Facebook. J'ai aussi un site internet pour ceux. Vous tapez Quentin Barraud sur Google et c'est le premier qui vient. Après en termes de compétition, normalement je devrais commencer sur le Challenge Grande Canaria fin avril. Donc à la fois c'est dans 2 mois et à la fois ça va arriver très très vite. Il y a encore plein de choses à faire. Sinon je suis très souvent sur des événements. Sur Triathlon Store par exemple, il y a des runs, il y a des sorties vélo, notamment à Nice. J'essaie d'y aller quand même une fois par mois, donc on peut aussi se croiser là-bas, partager et voilà, partager quelques kilomètres, c'est toujours un plaisir. Bon, bah cool. Merci beaucoup, Quentin. On te souhaite une bonne journée, une bonne continuation, bonne fin de prépa hivernale, bon début aux Canaries dans quelques mois. Et puis Charlie, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Exactement. Merci Quentin, merci Armano et on se voit la semaine prochaine. Merci à vous pour l'invite. C'était Devenir triathlète X OpenTri. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Nous, on a pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer. Alors si ça vous a plu, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn et Facebook. On se rejoint maintenant sur devenirtriathlète.com. Vous allez retrouver l'ensemble des épisodes, mais aussi des outils, des ressources et des conseils gratuits pour débuter, progresser ou performer en triathlon. On ajoute toutes les semaines de nouvelles ressources. Si vous avez une idée d'invité, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Et si vous voulez être accompagné sur vos prochains objectifs sportifs, connectez-vous sur opentree.fr et on se fera un plaisir de vous aider. Alors, n'hésitez pas, on se retrouve tout de suite sur devenirtriathlète.com et opentree.fr. Salut les sportifs!